Madame, Monsieur, bonsoir. Édition spéciale donc de ce journal, édition consacrée au premier tour de l'élection présidentielle française. Voici les résultats des premiers sondages réalisés à la sortie des urnes. Tous sont dans la même fourchette. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont au coude à coude avec près de 24% chacun. Le président français se dégage très légèrement dans ces derniers sondages. Jean-Luc Mélenchon, lui, serait troisième aux alentours de 19%. Des chiffres à prendre pour l'instant avec prudence puisqu'il ne s'agit ici que de sondages et donc pas d'une estimation officielle. On en saura plus en direct tout au long de ce journal. On va analyser, commenter en direct les estimations, les premiers enseignements de ce premier tour. Ce sera donc en direct de Paris avec Laurent Mathieu. On rejoindra aussi tous nos envoyés spéciaux sur le terrain, dans les QG de campagne, mais aussi à Lille et à Perpignan dans le sud. Près de 49 millions de Français pouvaient voter depuis 8 heures ce matin pour départager 12 candidats. Alors qu'il est, la plupart des bureaux de vote sont fermés depuis 19 heures, sauf dans les grandes villes. Là, les Français peuvent voter encore jusqu'à 20 heures. Je vous propose de revenir sur cette journée d'élection avec Éric Destiné, Guillaume Wolf et Alice Debatty. Une file ininterrompue d'électeurs dans ce bureau de vote à Lyon. À voter pour le premier tour de la présidentielle, un scrutin aux enjeux essentiels pour de nombreux Français. C'est quand même élire la personne qui va nous diriger pendant 5 ans, c'est faire un choix. Le président de la République, il donne la direction générale, surtout dans un contexte comme aujourd'hui qui est extrêmement difficile et sur une France qui est très divisée. À Paris, dans la salle du conseil de la mairie du 7e arrondissement, cet électeur s'est lui levé très tôt pour glisser son bulletin dans l'urne et il n'y a pas eu d'hésitation sur le nom. Je voulais au moins reconduire le mandat actuel, donc qui a fait preuve au moins de la bonne gérance. Et nous voudrons que la France soit sur le bon rail. Un soutien pour Emmanuel Macron qui a voté au Touquet en fin de matinée. L'actuel président est donné favori pour le second tour avec Marine Le Pen. La candidate d'extrême droite a elle accompli son devoir électoral à Hénin-Beaumont, son fief dans le Pas-de-Calais. Elle pourra notamment compter sur le vote de cette jeune électrice. Elle est plus humaine par rapport à ce qu'elle était avant, de ce qu'on voyait avant. Et puis j'aime bien ce qu'elle dégage. Donc je la vois bien en tant que présidente pour une fois et puis une femme pour une fois. Dans le rôle du troisième homme, Jean-Luc Mélenchon a choisi Marseille pour déposer son bulletin. Hugo va donner sa voix au candidat d'extrême gauche. Je pense que toute personne consciente du changement climatique actuellement et qui veut agir doit voter en son âme et conscience pour les candidats qui proposent vraiment de faire quelque chose et pas pour ceux qui ont montré leur inaction. Dans les grandes villes, les citoyens pourront encore exprimer leur opinion sur ce scrutin jusqu'à 20 h, même si les dés semblent être jetés. Et la grosse inconnue qui entourait ce premier tour, c'était l'abstention. Le taux d'abstention à ce premier tour est estimé à 26,5%. Cela voudrait dire que plus d'un Français sur 4 n'a pas voté. Ce n'est pas un record, mais c'est plus qu'il y a 5 ans au premier tour. En 2007, près de 22% des Français se sont abstenus de voter. Et clairement, cette élection n'emballe pas tout le monde. Les Français sont partagés entre d'un côté se mobiliser pour aller voter et de l'autre les abstentionnistes. La France est divisée sur la question. On voit cela dans ce reportage à Paris d'Esmeralda Labi, Éric Destiné et Benjamin Braun. Sur cette brocante, un dimanche presque comme les autres. Ici, en Chine, le sujet du jour n'est pas forcément la politique. Ah, c'est un dimanche d'élection. Et ça change pas pour vous? Rien. Ça change rien. Il n'y a personne qui m'emballe. Ce Parisien se dit désabusé, comme beaucoup de Français. C'est pas une histoire de motivation, c'est une histoire de foi, quoi. Je suis pas convaincu. C'est le pire et le pire, donc je sais pas. Je vois pas ce que je vais faire, je sais pas. On nous a mis dos au mur comme ça et on sait pas quoi faire. On va dire, je suis obligé, sinon c'est lui. Alors, merde. Lui c'est le pire et lui c'est encore plus pire. Toute autre ambiance dans cette mairie du 7e arrondissement. On y attend aujourd'hui plus de 1400 votants et cette dame était la première. Mon père était officier de Légion étrangère, a été tué en Indochine quand j'étais un tout petit bébé. Donc pour moi, cette fibre patriotique, elle est ancrée dans mes gènes. Et s'il y a bien un rendez-vous qu'on n'a pas envie de rater, c'est celui des élections et surtout des élections présidentielles pour nous trouver un chef. Un chef d'État qui mobilise, comme ici, à Lyon, dans le Palais de la Bourse.
À voter. même parmi les jeunes. Ouais, moi je pense que c'est important donc, de pouvoir faire entendre ses convictions et ce qu'on veut pour notre pays et de décider notre futur. Retour à Paris, derrière son bar du 5e arrondissement. Stanislas a décidé de ne pas aller voter ce dimanche. Les débats politiques sont de plus en plus... C'est de la singerie en fait, tout simplement. C'est du show plus qu'autre chose. Il a le droit de ne pas aller voter. C'est quand même dommage, c'est quand même un moment exceptionnel où on peut dire oui, on peut dire non à quelqu'un. Une élection décidément pas comme les autres, qui divise autant qu'elle mobilise. Par ce beau soleil, les Français couraient dans les parcs, mais pas forcément pour se rendre aux urnes. Et cette question à présent, comment vote-t-on près de chez nous, dans le nord de la France? Marine Le Pen y réalise généralement de bons scores, avec 31% au premier tour en 2017. C'était la région où elle avait d'ailleurs le mieux réussi. Mais tout le nord ne vote pas Le Pen. Lille, par exemple, est historiquement à gauche. Alors, comment a-t-on voté les Hauts-de-France, dans les Hauts-de-France aujourd'hui? On voit cela dans ce reportage de Cédric Riflard, Pascal Senkiv et Guillaume Wolf. À Wattrelos, petite commune à côté de Roubaix, un électeur sur 3 a voté pour Marine Le Pen au premier tour il y a 5 ans. Alors les temps sont durs pour les adversaires, comme cette électrice de gauche. On vit un moment difficile de toute façon. Donc oui, on a des convictions. J'espère qu'on vote pour des convictions et non pas pour une personne, quoi. Il faut être raisonnable à un moment donné. Dans le bureau de vote, il y a du monde, la participation est élevée. Les électeurs de Marine Le Pen espèrent lui offrir le même score qu'en 2017. Je vote Le Pen, depuis le début. Ouais. Depuis le début. Et généralement, comme on dit, les votes de Marine Le Pen sont ancrés. Ouais. C'est quelque chose qu'on vote et qu'on reste logiquement. En 2017, Marine Le Pen était en tête dans cette commune-ci. D'après vous, ça peut arriver au même scénario cette fois-ci? Oui, tout à fait. Je pense même que ça va se reproduire. À Lille, l'extrême droite a visiblement moins de succès. Au premier tour, il y a 5 ans, Marine Le Pen n'avait récolté que 14% des voix dans cette ville qui vote historiquement à gauche. Lille, d'abord, c'est une grande métropole, puisque je crois qu'il y a plus de 200 000 habitants sur l'île et 1 million en métropole. Donc forcément, peut-être beaucoup plus d'informations, de dynamisme, beaucoup plus de jeunes. C'est sûr, quand on est un petit peu isolé, on cherche plutôt parfois des votes un peu contestataires. Voilà, peut-être qu'à Lille, il y a plus de diversité et moins d'extrémistes à ce niveau-là, quoi. Le taux de participation est bon dans ce bureau lillois, au-dessus de la moyenne nationale. Pour autant, les électeurs de gauche craignent un mauvais résultat ce soir. Je m'y attends. Je sais qu'au second tour, ça va être très difficile de voter parce qu'il y aura que probablement 2 candidats qui ne me plaisent pas du tout. Mais je viendrai faire mon devoir quand même. On vote pour le moins pire, celui qui va être le plus à même de la battre, on va dire. Le Nord confirmera-t-il sa réputation de bastion d'extrême droite? Réponse dans la soirée. À voter. Et en Belgique aussi, on votait pour cette élection à Liège, Charleroi, Namur, Mons, Tournai, mais aussi à Bruxelles. Évidemment, c'est là que se trouve le plus grand nombre de Français. Regardez ces images du Heysel en région bruxelloise. C'est là que se trouve le plus de la moitié des bureaux de vote de Belgique, 45 sur les 84 que compte le pays. Je vous propose d'écouter quelques Français de Belgique. Ils nous expliquent ce qui les a motivés à venir voter aujourd'hui. C'est un devoir avant tout et puis vu ce qui se présente, il faut faire le bon choix, surtout ça en fait, pour éviter le pire, on va dire ça comme ça. Oui, et donc on continue à vous... que demain on va raser gratis. Il y avait un petit problème de son pour ce sujet et on continue à vous donner dans ce journal toutes les informations qui nous parviennent de France. Pour cela, on rejoint Laurent Mathieu. Laurent, vous êtes en direct de Paris et sur place, la soirée promet d'être animée. Oui, la soirée promet d'être animée. Elle promet d'être un peu froide aussi, puisque le soleil s'est couché sur cette soirée électorale. Mais on va se réchauffer avec des nouveaux chiffres. Annick, il commence à tomber. On a de nouveaux chiffres. Oui, alors des chiffres qui nous parviennent de 2 instituts de sondage et des chiffres qui sont assez proches de ceux qu'on vous a donnés jusqu'à présent, c'est rassurant. Le premier, sorti des urnes après 19h, donne Emmanuel Macron et Marine Le Pen à égalité, 25% pour chacun des candidats et Jean-Luc Mélenchon 20%, toujours bon 3e. Par contre, l'autre sondage, un autre sondage est intéressant dans la mesure où Marine Le Pen devancerait
Emmanuel Macron, entre 24 et 25% pour Marine Le Pen, devant donc Emmanuel Macron à 23-24%. Jean-Luc Mélenchon obtiendrait 20% des voix. Et on a aussi les chiffres toujours de ce même institut de sondage qui concernerait Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Éric Zemmour qui recueillerait 12% des voix, c'est un peu plus des 8% qu'on avait cités tout à l'heure. Et Valérie Pécresse serait, elle, à 6%, un score absolument catastrophique. Ouais, merci beaucoup Annick. On reste évidemment prudent, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a un sondage qui donnerait, on utilise le conditionnel, Marine Le Pen devant Emmanuel Macron pendant ce premier tour. Eh bien, rendons-nous justement directement au QG de Marine Le Pen. Damien Roulette, vous êtes sur place. Est-ce qu'on a ces chiffres là-bas? Est-ce qu'ils commencent à circuler? Alors oui, il circule et je peux vous dire que la confiance est de mise parmi les militants ici, pas de liesse, encore beaucoup de prudence. On répète quand on fait confiance aux électeurs que si le peuple vote, eh bien c'est la France qui gagne et Marine en particulier, évidemment. Les sourires commencent à se détendre, les visages commencent à se décrisper totalement ici et je vous le disais, la confiance des électeurs, des militants du Rassemblement national, elle est frappante. Je vous propose d'écouter deux d'entre eux que nous avons pu rencontrer il y a quelques minutes. Je pense qu'elle est très très confiante et moi aussi je pense que de toute façon elle sera au second tour et je pense qu'elle peut gagner. Elle peut gagner, Marine Le Pen peut entrer à l'Elysée. Oui, ce sera la première femme en France, ça sera génial. Satisfait de voir que ma candidate est aujourd'hui en mesure de pouvoir réellement concurrencer face à Emmanuel Macron. Que demander de mieux, tout simplement. Vous attendez à quoi comme discours ce soir de Marine Le Pen ? Alors déjà dans un premier temps, si elle parvient à être réellement à ces 24% comme vous l'annoncez, j'espère qu'elle restera bien sûr très modeste parce que voilà, rien n'est encore fait. Il y a aussi le second tour qui va arriver. Donc rien n'est encore fait. Donc j'espère qu'elle restera simple, tout comme elle l'a fait depuis le début de cette campagne électorale. Oui, clairement, il y a une deuxième campagne qui va débuter ce soir. Rien n'est encore fait. Allons rejoindre Quentin Warlop au QG d'Emmanuel Macron. On entend des chiffres qui semblent confirmer, a priori, même si on reste prudent, que le duel, ce sera Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Il semble être assez proche. Dans quel état d'esprit on est du côté des militants de La République En Marche? Est-ce qu'on est surpris? Alors Laurent, je ne vais pas vous dire que c'est la fête. Pour l'instant, c'est pas vraiment les sourires ici qui prédominent, c'est plutôt la soupe à la grimace. On est plutôt inquiet parce que oui, les chiffres circulent ici dans cette salle. Je croisais tout à l'heure une dame tout sourire à son arrivée qui me disait que non, la France allait voter Macron. Eh bien, il semble que ce soit plus compliqué que prévu pour lui. Donc, ils sont un peu patients, impatients, inquiets donc d'avoir les résultats officiel. D'ailleurs, dans ces équipes de campagne, on se tait pratiquement dans toutes les langues. On se pose tous ici la question de savoir quand Emmanuel Macron va venir à la tribune juste derrière nous. On nous annonçait 20h pour être présent dans le début des éditions spéciales du journal télévisé des grandes chaînes. Et puis on nous a dit 20h30. Et comme les résultats seront très serrés jusqu'à la dernière minute, il pourrait bien reporter encore un peu plus son discours. Car oui, on nous le dit, ça on nous le confirme, il remodule son discours, il retravaille son discours jusqu'à la dernière minute. Emmanuel Macron qui a passé la soirée d'hier soir en famille du côté du Touquet, il a voté au Touquet, il a passé une partie de la journée en s'offrant des bains de foule du côté du Touquet et il a rejoint Paris et ses équipes ce soir pour venir donc prononcer son discours de victoire ou de défaite, à voir tout à l'heure. En effet, merci beaucoup Quentin. Et on restera extrêmement prudent car si les deux noms qui reviennent pour le second tour, c'est bien Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les chiffres, les sondages que nous recevons varient pas mal au niveau des chiffres. Donc on reste prudent, mais tout de même Pierre Mathiot, il y a quand même quelque chose qu'on peut dire ce soir, c'est que le spectre de voir l'extrême droite l'emporter au second tour, il est tout de même bien présent là. Je crois qu'on n'est plus du tout dans la même situation qu'il y a 20 ans. 20 ans, il y avait eu un choc
telle de cette surprise de la présence de Jean-Marie Le Pen que très vite derrière, tous les partis avaient appelé à voter Jacques Chirac. Il l'avait gagné de manière historique avec 80% au deuxième tour. En 2017, Emmanuel Macron avait de l'avance sur Marine Le Pen et la plupart des partis globalement avaient appelé à faire barrage à Marine Le Pen et Macron l'avait emporté largement. Cette fois-ci, je pense que ça a changé et je crois que vous avez raison. Je pense que pour la première fois, on peut dire qu'il y a un risque, une menace, une possibilité d'une élection de Marine Le Pen au deuxième tour, oui. Alors parlons tout de même aussi du troisième homme, Jean-Luc Mélenchon, qui est donné en fonction des chiffres à 19-20%. On affinera tout ça. Esmeralda Labi, vous êtes au QG de Jean-Luc Mélenchon. Quelle est l'atmosphère? Décrivez-nous l'atmosphère sur place. Nous, Laurent, c'est la franche éclate. Franchement, on s'amuse bien. Il y a à peu près 30 minutes, les militants et le staff très, très proche qui a fait la campagne et le programme de Jean-Luc Mélenchon a pu rentrer dans la salle ici au Cirque d'Hiver. Alors, je vais me bouger un peu et demander à mon caméraman Olivier Besson de vous montrer ces militants. Ils sont quoi, 100, 200, 300, difficile à estimer. En tout cas, on chante, on crie. On n'arrête pas de répéter qu'on a gagné, on a déjà gagné. Quoi, je ne sais pas vraiment. Et on reprend une ancienne chanson des Gilets jaunes qui disait on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. En tout cas ici, on y croit, on continue de dire qu'on peut y arriver, même si les estimations sortent sur les différents grands écrans que vous voyez derrière moi, parce que toutes les chaînes d'infos françaises sont évidemment en direct pour l'instant. Elles sont projetées, il y a 5 écrans géants et on regarde toutes les estimations, mais il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de tristesse. On continue ici de dire que ce n'est pas fini, qu'il faut rester prudent, que les résultats ne sont pas mauvais. Alors vous allez me dire maintenant, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est attendu pour un discours dans les prochaines minutes? Eh bien là, c'est le grand mystère. On nous dit que oui, il va parler, mais quand? Dans la soirée. C'est long. La soirée, en tout cas, sans doute après 20h, voire même 21h. Mais ici, franchement, ça va bien. Merci beaucoup Esmeralda, et vous avez raison de souligner qu'il faut rester prudent car Annick, on a à présent des nouveaux chiffres, ce ne sont plus des sondages, ce sont des estimations et ils sont assez différents de ce qu'on a dit pour le moment. Tout à fait, donc puisqu'on l'a dit jusqu'à présent, on se basait sur des sondages à la sortie des urnes, les premiers dépouillements ont commencé et sur base de ces premiers dépouillements, un institut de sondage avance que Emmanuel Macron l'emporterait plus largement avec 29,5% des voix, loin devant Marine Le Pen qui n'obtiendrait que 23% et demi des voix et devant Mélenchon qui lui reste autour de 19-20% avec 19,8% exactement. Donc on reste prudent, on attendra les estimations officielles. C'est à 20h, nous reviendrons évidemment dans ce journal en direct de Paris, mais tout d'abord Mariam, je vous rends la parole pour le reste de l'actualité car évidemment l'actualité continue. Merci Laurent et on vous retrouvera donc encore dans quelques minutes pour suivre ensemble l'évolution de cette élection, de ce premier tour en France. Mais tout d'abord, donc, rendons-nous en Ukraine, à Dnipro, dans une grande ville de l'Est du pays. L'aéroport a été bombardé pour la deuxième fois en un mois et il est aujourd'hui complètement détruit, selon le gouverneur de la région. La ville est l'une des cibles stratégiques des Russes. Attention, les images qui vont suivre sont difficiles. Noureddin Zerad et Philippe Antoine. Depuis la mer Noire, 4 missiles de croisière tirés en une quinzaine de secondes. Le ministère russe de la Défense, qui diffuse ces images, précise que la cible était des installations de l'armée ukrainienne. L'armée russe a aussi publié ces images du chargement de missiles et puis de leur lancement à partir d'un hélicoptère d'attaque en direction d'un convoi de véhicules de combat ukrainiens et d'installations antiaériennes. Ce n'est sans doute pas une coïncidence si les autorités russes diffusent aujourd'hui ce genre d'images qui donnent une impression de puissance alors que s'annonce une nouvelle phase de la guerre, la bataille pour l'Est de l'Ukraine. Dans les environs de Kiev, désormais désertés par les Russes, les découvertes de leurs atrocités n'en finissent pas. C'est aujourd'hui le cas à proximité de Dmitrivka, où les policiers récupèrent des corps de civils enterrés à la hâte et où les témoignages sont plus épouvantables les uns que les autres. Le long de la route entre Berezivka et Dmitrivka, il y a les corps de plus de 50 personnes. Les Russes les ont tués à bout portant. Il y a une voiture dans laquelle un jeune de 17 ans a été brûlé. Il ne reste que son squelette. Une femme a été tuée d'une balle dans la tête. Un peu plus loin, un homme a été brûlé vif à côté de sa voiture. Et il y a beaucoup d'histoires comme celle-là. Ce dimanche, la procureure générale d'Ukraine a révélé que plus de 1200 corps ont déjà été retrouvés dans les différents villages aux alentours de Kiev.
Elle a aussi précisé que 5600 enquêtes sont ouvertes pour crimes de guerre présumés sur le territoire ukrainien depuis le début de l'invasion russe. Et puis, pour protester contre cette guerre en Ukraine, des militants de Greenpeace ont bloqué un bateau pendant 6 heures, un bateau qui transportait du pétrole russe. C'était la nuit dernière au port d'Anvers. Certains se sont enchaînés à la porte d'une écluse par laquelle le pétrolier devait passer pour rejoindre le port. D'autres ont déployé une grande banderole sur laquelle on pouvait lire « Pétrole et gaz égale guerre ». Et c'est aussi pour protester contre la Russie que des manifestants se sont rassemblés à Bruxelles aujourd'hui devant des pompes à essence Lukoil. Ces activistes réclament le boycott de l'entreprise russe. Ils considèrent que faire le plein chez eux, c'est soutenir le régime de Poutine. Lukoil, de son côté, estime que ces manifestants se trompent tout simplement de cible. Les explications avec Marc Florent, Nathan Gerlache et Valentin Boigelot. Quelques manifestants pancartes à la main, un scénario devant plusieurs pompes à essence de Lukoil. Les activistes réclament le boycott de cette entreprise privée russe. Mon famille maintenant en Ukraine, tous les amis sont en Ukraine. Et quand je vois que les gens en Belgique utilisent le pétrole, le gaz, l'eau qui vient de la Russie, pour moi c'est difficile, je ne comprends pas pourquoi. Autre station, d'autres activistes, ils le savent, chez Lukoil, il n'y a que 30% de pétrole d'origine russe, exactement comme chez les autres distributeurs en Belgique. Mais finalement, pour eux, peu importe. Le pétrole russe arrive dans des hubs, même titre que l'autre pétrole, et c'est réparti entre les stations, entre toutes les marques. Donc ça ne change rien, c'est pas après Lukoil en particulier, mais l'image de Lukoil appartenant à des Russes, chaque litre d'essence vendu ici ne signifie pas que c'est un litre qui vient de Russie, mais ce sont des intérêts qui servent la Russie. C'est pour ça qu'il faut faire une action envers Lukoil. Pour ce gérant de pompe à essence, les manifestants se trompent de cible. Il craint que ces actions soient sans conséquence sur la Russie, mais impactent fortement le personnel de Lukoil en Belgique. Il faut bien faire attention et pas faire un amalgame entre le commerçant bruxellois et le politique qui peut prendre des vraies actions. Ici, à l'heure d'aujourd'hui, il y a plein d'employés chez Lukoil qui font des actions à titre personnel, qui ne vont pas le publier, qui ne vont pas le faire parce que ce n'est pas ce qu'ils recherchent, mais ils vont récolter des vêtements, ils vont faire des recueils de fonds au niveau peut-être d'un club de foot ou d'autres choses dans lesquelles ils ont aussi une activité. Et pourtant, voilà, vous risquez de mettre peut-être en péril leur commerce, ce qui serait dommage. Or, ce sont aussi des gens actifs, tout comme les gens qui font une manifestation à l'entrée des stations. Quand on demande à l'Allemagne d'arrêter d'importer du gaz russe, c'est le même effet. On se punit soi-même et effectivement, c'est dommage, on appelle ça des dommages collatéraux. Lukoil, de son côté, a fait appel à un arrêt rapide du conflit armé en Ukraine. L'entreprise possède plus de 180 stations en Belgique. Et reprenons maintenant la direction de la France où, selon les dernières estimations, à la sortie des urnes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les vainqueurs du premier tour. Laurent Mathieu, on continue à débriefer la situation en direct avec vous. Tout à fait. Maintenant, on aura dans quelques minutes, 20h, les estimations officielles. Mais toutefois, Annick, on suit les chiffres avec vous depuis le début de la soirée. On a maintenant non plus des sondages sortis des urnes, mais des estimations. Expliquez-nous où on en est. Voilà, alors avec de nouveaux chiffres qui nous viennent de différents instituts de sondage et qui vont sans doute rassurer les partisans d'Emmanuel Macron, puisque ces chiffres convergent tous vers la même tendance, à savoir Emmanuel Macron en premier avec entre 28 et 29%, suivi de Marine Le Pen autour de 24%, et en troisième position Jean-Luc Mélenchon autour de 20%, des chiffres en effet beaucoup plus fiables que ceux que nous vous avons donnés jusqu'à présent, puisqu'ils sont basés sur les premiers dépouillements dans les bureaux de vote qui ont fermé. Rappelons toutefois que tous les Français n'ont pas encore voté, puisqu'ils ont encore 7 minutes pour voter dans les grandes villes de France. Et on vivra en effet à 20h dans cette minute l'annonce officielle. En attendant, on va rejoindre Adeline Percept qui est au QG d'Éric Zemmour. Adeline, on n'a pas encore les chiffres officiels, mais quelle est l'atmosphère, l'état d'esprit? Est-ce que des chiffres circulent chez Éric Zemmour? Décrivez-nous tout simplement la situation sur place. Alors ici, les militants viennent d'arriver vraiment en masse. Il y a de la musique très forte et l'ambiance commence à chauffer parce que les estimations que nous avons et qu'ont aussi les militants d'Éric Zemmour, c'est qu'il serait, il faut prendre cela toujours avec des pincettes pour l'instant, le quatrième homme
devant Valérie Pécresse. Nous venons de rencontrer Jacqueline Moreau. Vous savez, Jacqueline Moreau, c'est l'un de ses principaux soutiens. C'était aussi par elle qu'était arrivé le mouvement des Gilets jaunes ici en France. Et Jacqueline Moreau, eh bien, elle dit il faudra que ce soit tout sauf Macron, c'est-à-dire qu'en fait, elle appelle à voter Marine Le Pen. Écoutez-la. Si vos estimations sont les bonnes, je me dis que la France est dans le coma. Parce que voir un Mélenchon à 19%, honnêtement, c'est que les gens n'ont pas compris son programme. C'est pas possible. Maintenant, Macron-Le Pen au coude à coude. Bon, là, je suis évidemment, je préfère que ce soit Éric qui soit au coude à coude avec lui. Mais moi, je veux vous dire une chose. En tant qu'ancienne gilet jaune et donc qui ait été l'étincelle de ce sacré mouvement, je peux vous dire que si Emmanuel Macron est réélu, le lendemain, vous avez les gilets jaunes dans la rue, puissance 8000. Oui, et les semaines qui s'annoncent, notamment l'entre-deux tours, seront particulièrement intéressantes à venir. Vous l'avez compris, si nous avons des estimations de plus en plus précises, c'est parce que le dépouillement a commencé dans pas mal de bureaux de vote. C'est le cas par exemple à Lille, où l'on va rejoindre Guillaume Wolf. Vous êtes sur place dans un de ces bureaux de vote. Comment ça se passe concrètement, ce dépouillement ? Alors ça vient de commencer il y a à peine 10 minutes. Il a fallu un bon 45 minutes pour compter le nombre de bulletins de vote, le nombre de signatures, que ces deux nombres soient équivalents. Ensuite les répartir par enveloppe de 100 bulletins. Et puis chaque enveloppe de 100 bulletins arrive sur une table comme celle-ci avec 4 personnes. Vous la voyez, la dame au fond à gauche qui ouvre le bulletin, donne le bulletin à sa collègue qui le lit à haute voix. Et puis il y a 2 personnes qui prennent note. Ces 2 personnes à la fin de l'enveloppe de 100 bulletins doivent avoir le même nombre pour chaque candidat. Et tant que c'est pas juste, on recompte. C'est vraiment ce qu'on peut retenir de ce processus. C'est dès qu'il y a un doute, eh bien, on reprend à zéro et on recompte. Une fois que tout le bureau de vote est dépouillé, il y a plus ou moins 700 à 800 bulletins par bureau de vote. Ici, c'est le cas en tout cas. Chaque président doit amener son résultat final à une administration qui centralise. L'administration, ça tombe bien, elle est ici, puisque c'est l'hôtel de ville de Lille qui centralise pour cette région du nord de la France. Et puis enfin, c'est à ce moment-là, dans cette administration, qu'on update, si on veut, chaque résultat de chaque bureau de vote vers le ministère de l'Intérieur. Ce sont alors des résultats officiels et non plus des estimations, des résultats officiels qui s'additionnent, qui se mettent à jour en permanence de façon publique également. Mais ça prend plusieurs heures, ça arrive plus tard dans la nuit, raison pour laquelle on donne des estimations. Ces estimations, elles arriveront déjà à 20h, Laurent. Merci beaucoup Guillaume. Et ces estimations, pour le moment, elles semblent donner au second tour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Rejoignons d'ailleurs au QG de Marine Le Pen Damien Roulette. Damien, alors pour ceux qui ne nous suivent pas depuis le début, vous avez vécu une soirée un peu compliquée. C'était très difficile de rentrer dans le QG. La situation s'est un peu calmée. À l'approche de 20h et vu a priori le chiffre que ferait Marine Le Pen, j'imagine que l'ambiance commence un peu à monter. L'atmosphère vient complètement de changer. Les militants se sont rassemblés devant la scène que vous voyez derrière moi. Et vous voyez, c'est la chaîne BFM TV, plutôt conservatrice, qui est retransmise et le son qui est poussé à fond. Les militants ont entamé l'hymne national français, la Marseillaise, vers 19h55. Et donc maintenant, on attend peut-être dans les minutes qui viennent Marine Le Pen. Alors ici, nous avons un scénario un peu différent. On a des chiffres qui évoquent Macron à 24,7 et Marine Le Pen à 23,5. Voilà ce qui nous parvient pour le moment. Je suis désolé, j'ai un retour dans l'oreille qui est un peu décollé. C'est un peu compliqué de vous parler nettement. Voilà ce qu'on peut vous dire pour le moment. Mais en tout cas, l'atmosphère devient bouillante, je le qualifierais comme ça. Et on attend de voir un petit peu l'arrivée de Marine Le Pen peut-être dans les minutes qui viennent. Et vous entendez derrière moi l'hymne qui est une nouvelle fois repris. Merci beaucoup Damien Roulette pour ce point en direct. Anne Muxel, vous connaissez bien évidemment la scène politique, vous l'analysez. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir ? Est-ce qu'il y a une nouvelle campagne qui va commencer avec Emmanuel Macron d'un côté, semble-t-il, et Marine Le Pen ? Il va être 20h dans quelques minutes. Là, début d'une nouvelle campagne ?
De toute évidence, une nouvelle campagne va commencer. Un deuxième tour, une bataille électorale pour un deuxième tour, c'est encore autre chose que pour le premier tour. Mais ce que disent ces estimations, si elles se confirment, c'est que vraiment l'élection s'est jouée à 3. Finalement, c'est une élection qui a d'abord mobilisé les électorats d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et tous les autres candidats, finalement, semblent avoir beaucoup pâti de cette mobilisation électorale qui s'est faite d'abord sur ces 3 candidats. Tout à fait, d'ailleurs, il va être 20h dans quelques instants. On aura les estimations officielles, mais quand même, ça semble plus ou moins clair que ce seront Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui seront au second tour. Oui, c'est ce qui a l'air de se stabiliser, avec évidemment des différences qui vont peut-être apparaître, mais en gros, l'ordre a l'air d'être celui-là. On voit bien d'ailleurs que c'était en grande partie indiqué dans les tendances sondagières depuis quelques semaines. Je vous interromps. Regardez, on a les chiffres qui sont donnés par les médias français officiels. C'est la grande annonce. Il donne Emmanuel Macron à 28,1%, Marine Le Pen en dessous. Je n'ai pas eu l'occasion de voir exactement le chiffre, 23,3%. Vous le voyez, 28,1, 23,5 pour Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon est à 20%, Éric Zemmour est donné à 7,2%, Valérie Pécresse à 5%, l'écologiste Yannick Jadot est à 4,4%. C'est Jean Lassalle qui serait juste derrière à 3,3%. On a le communiste Fabien Roussel, 2,7%. Nicolas Dupont-Aignan est à 2,3%. Anne Hidalgo, la candidate du Parti Socialiste, serait à 2,1%. Nicolas Arthaud, 0,8%. Et le candidat Philippe Poutou est à 0,7%. Vous avez là tous les résultats. Ce sont les estimations officielle. Une première réaction peut-être. Anne, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Voilà, ce sont des estimations officielles, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors un écart s'est creusé, donc Emmanuel Macron remporte ce premier tour de façon assez nette par rapport à Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen a quand même progressé par rapport à 2017. Jean-Luc Mélenchon a aussi progressé. On va aller dans les QG. On va aller dans les QG parce qu'évidemment l'atmosphère, je vous interromps, c'est très impoli, désolé, mais allons dans le QG. Quentin, vous êtes chez Emmanuel Macron, là on a des estimations officielles, comment réagit-on? C'est la fête, vous les entendez très certainement derrière moi, ce sont des drapeaux qui sont brandis ici. Il y a une ambiance de fou, j'ai un peu de mal à vous entendre ici avec des Macron président, et oui, Emmanuel Macron au second tour avec à peu près 28% des voix, c'est ce qu'on vient de nous annoncer ici. Donc face à Marine Le Pen, bis repetita par rapport à 2017, match retour avec un arbitre tout de même dans ce match, ce sera Jean-Luc Mélenchon et on le voit, tous les petits candidats de gauche se sont effondrés pour faire monter Jean-Luc Mélenchon. Pareil pour Valérie Pécresse, pareil pour Éric Zemmour. Ça veut dire que les votes de droite et les votes de gauche seront très importants dans le second tour d'ici 2 semaines, d'ici le second tour. En tout cas, Laurent, ce qu'on peut dire, c'est que la campagne a véritablement démarré, la deuxième partie de la campagne avec Emmanuel Macron qui est attendu ici, nous dit-on, sur le coup de 21h. Il peaufine le discours du second tour. Son discours ici ce soir, il est arrivé, on a vu ses équipes de sécurité se préparer, mais donc un match Marine Le Pen, Emmanuel Macron au second tour. Emmanuel Macron qui a déjà annoncé via ses communicants qu'il serait présent dès demain matin sur le terrain, et ça c'est très important parce que souvenez-vous, l'année passée, il y a 5 ans, il était allé faire la fête à la Rotonde, on lui avait reproché, il n'était pas venu sur le terrain le lundi, le mardi, il était venu seulement sur le terrain le mercredi, souvenez-vous, dans l'usine Whirlpool du côté d'Amiens, là où Marine Le Pen était allée, elle était aux côtés des ouvriers, lui avec les syndicats, et c'est là que la campagne avait démarré. Il commence donc dès demain la campagne, il sera sur le terrain prêt à se battre, nous dit-on. Grosse ambiance du côté du QG d'Emmanuel Macron. On va aller voir ce qu'il en est du côté de celui de Marine Le Pen. Damien Roulette, vous êtes sur place. Décrivez-nous l'atmosphère à l'issue de la révélation de ces estimations officielles.
Écoutez, ça concurrence au moins ce qui a été dit chez Emmanuel Macron. Ici, on avait l'impression d'être dans un stade de football. Au cri de Marine présidente, on a gagné depuis tout à l'heure. Ça n'arrête pas et à l'apparition des chiffres sur les écrans de BFM TV, ça a été la liesse générale. Alors ici, tout est full, tout est complet. Il n'y a plus de place pour circuler devant la scène où Marine Le Pen devrait arriver. Je vois dehors, pendant que je vous parle, que la police est en train de se déployer. Signe sans doute que Marine Le Pen devrait arriver dans les minutes qui viennent. Que vous dire, si ce n'est que peut-être la campagne va déjà débuter ce soir, en fait, plus rapidement qu'on ne le pense, parce que maintenant Marine Le Pen va devoir aller chercher les voix qui lui manquent pour dépasser Emmanuel Macron, notamment chez Jean-Luc Mélenchon. Vous dire également que Marine Le Pen va donc... que ses militants en tout cas ne sont pas déçus de cet écart qui a été plus important qu'annoncé ces derniers jours. On prévoyait 2 à 3% d'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On est au-delà, on est à 4%. Ça va être dur d'aller chercher ces 4%-là, mais il y a cette voie de réserve chez Zemmour, chez Pécresse et chez Mélenchon. Il va falloir voir maintenant ce qu'il va être dit ce soir par Marine Le Pen. On sera très attentif aux mots utilisés et à l'appel lancé aux autres candidats. Eh bien, justement, merci beaucoup Damien. Allons chez Jean-Luc Mélenchon, Esmeralda Labi, vous êtes sur place. Selon les estimations, 20,1% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est plus qu'en 2017, mais ce n'est pas suffisant pour aller au second tour. Non, effectivement, mais vous avez raté, Laurent, de quelques secondes une ovation, parce que dès que le candidat Mélenchon apparaît sur les grands écrans géants qui sont derrière moi, eh bien tous ses partisans, son staff se met à crier, à hurler. On a gagné. Alors je sais, il n'a pas gagné, il n'est pas au second tour, mais ici on n'estime pas que c'est une défaite. Alors on attend évidemment le candidat, il devrait s'exprimer, on n'a toujours pas l'heure. Et puis on commence tout doucement à entendre certains militants dire bon, qu'est-ce qu'on va faire au second tour? Est-ce qu'il y aura une consigne de vote? Et là pour l'instant il semble se dessiner qu'il n'y en aura pas, mais que Jean-Luc Mélenchon pourrait dire il ne faut pas voter pour l'extrême droite. Pour autant, il ne dira sans doute pas et sans doute jamais qu'il faut voter pour Emmanuel Macron, mais peut-être que vous l'entendez derrière moi, il y a franchement une bonne ambiance, on est dans un climat vraiment serein, on chante, on crie, et pour l'instant, on continue à dire on a gagné. Merci beaucoup Esmeralda Labi. Et puis maintenant, on va rentrer donc dans cette seconde campagne. On le disait, Anne Muxel, on sera particulièrement attentif déjà ce soir à ce que les candidats, les perdants, ceux qui ne sont pas en tout cas au second tour, vont dire les consignes de vote qui vont être données. Oui, effectivement, c'est la logique même d'un deuxième tour d'élection présidentielle. C'est la façon dont des consignes vont être données, mais aussi dont les électeurs, même sans consigne, vont reporter leur voix sur les candidats et sur les deux candidats en lice. Donc évidemment, c'est ce qui fera le résultat du 24 avril. Eh bien, on suivra ça de près. Le 24 avril, nous serons également là pour le second tour. Merci beaucoup Anne Muxel, merci Anne Capel. Merci aussi à vous d'avoir été avec nous pendant cette édition spéciale. On se donne donc d'ores et déjà rendez-vous pour le 24 avril pour le second tour. Et en attendant, Mariam, je vous rends l'antenne. Merci Laurent, la nuit va décidément être longue en France et si vous voulez continuer à suivre la soirée électorale, on continue aussi à vous informer sur notre site rtbf.be/info. On passe au sport à présent et un final étonnant sur l'Amstel Gold Race en cyclisme. Aujourd'hui, la course s'est jouée au sprint entre le Français Cosnefroy et le Polonais Kwiatkowski. Un sprint final extrêmement serré. La victoire est d'abord attribuée au coureur français. Il explose de joie, vous le voyez, mais la joie change rapidement de camp. Après analyse de la photo finish, c'est en fait le Polonais qui remporte la course. Cela s'est joué à quelques centimètres. Et puis du côté des Belges, on notera quand même la belle 3e place de Tige Benoît. Et puis en tennis, David Goffin a renoué avec la victoire. Il s'est imposé cet après-midi en finale à Marrakech face à Alex Molcan, 65e joueur mondial. Victoire 3-6, 6-3, 6-3. Le numéro 1 belge n'avait plus remporté un tournoi depuis février 2021. En football, quoi qu'il arrive, l'Union Saint-Gilloise est champion de la phase classique et le club bruxellois est déjà qualifié pour les play-offs. L'occasion pour les supporters de célébrer aujourd'hui. Ils ont donc organisé une parade dans la commune de Saint-Gilles. C'est une première et le folklore bruxellois était à l'honneur. Gérard Christophe, Camille Valentinelli et Jean-Christophe Willems nous emmènent justement dans ce cortège. En bruxellois, Zouans veut dire blague et par extension, c'est un mode de vie.
Pour fêter la première place actuelle de l'Union Saint-Gilloise, on a fait appel à une fanfare, mais aussi aux confréries bruxelloises. L'important, c'est d'être présent. D'être présent, oui, et mettre de l'ambiance. S'il n'y a pas de Bruxellois qui est là, il n'y a pas d'ambiance. Hein. Sans les Bruxellois, il n'y a rien. Dites-moi, vous êtes aussi membre d'une confrérie? Oui. Confrérie nationale des chauves de Belgique. Et pourquoi est-ce que vous êtes présent ici aujourd'hui? C'est très important de garder notre folklore, de pouvoir le faire vivre et de le transmettre aux jeunes générations. L'idée de rassembler les fans devant l'hôtel de ville vient de différents clubs de supporters. Quelques centaines de personnes ont répondu présent. C'est pour célébrer tous les supporters, les anciens, les nouveaux à venir, pour vraiment faire un beau cortège pour célébrer cette fin de saison. Précédé par la fanfare, le joyeux cortège jaune et bleu s'est mis en route fin d'après-midi, direction le stade situé 2 km plus loin. C'est la consécration. Consécration, millésime même. Si on était à un vin, on serait un grand cru. C'est très original et c'est peut-être unique en Belgique de faire ce genre de procession qui avait lieu il y a 50 ans. Ah, ça commence. Ici, c'est ça, Gilles. Ça, je crois que les gens savent. Hein. On est chez eux. Une demi-heure de marche plus tard et la Zouanze Parade arrive à destination. Non, franchement, la parade, c'était full émotion, c'était génial, vraiment génial. Quelque chose qui était un peu original, une Zouanze Parade. Mais ouais, non, c'est énorme, c'est trop bien pour l'ambiance. Moi, j'ai pas vu beaucoup de matchs, mais un événement pareil, c'est cool pour tout le monde, donc c'est super. Le championnat n'est pas encore terminé, mais pour les supporters, c'est tout comme. L'Union Saint-Gilloise semble plus que jamais écrire une belle page de son histoire. Un podcast est consacré à son histoire riche, son stade envoûtant et son public atypique. Pour cela, rendez-vous sur notre plateforme Ovio. L'Union est assurément en play-off 1. Le FC Bruges et l'Antwerp aussi, ce sont les 3 premiers au classement actuellement. La 4e place, elle, est beaucoup plus incertaine. Ce sera soit Anderlecht, soit la Gantoise. Les 2 équipes jouent en ce moment. Tout dépendra donc de leurs résultats. Avantage pour le moment à Anderlecht qui mène 2-3 face à Courtrai. Et j'ajoute que Charleroi a décroché son ticket pour les play-off 2. Plus trop de suspense par contre en France, je vous le rappelle, on connaît le nom des 2 candidats qui s'affronteront au 2e tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen remportent le 1er tour. Ils s'affrontent donc pour le 2e tour dans 2 semaines, le 24 avril. Le rendez-vous est donc pris. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo avec Pascal Laroche. Vous retrouvez ensuite le jardin extraordinaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée sur La Une.